vous présenter justement des outils autour de la forme de déstigmatiser le handicap mental. Merci. Bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Emma Tison, je suis doctorante en troisième année en psychologie au laboratoire de psycho de l'Université de Bordeaux. Et je travaille sur un projet de développement d'un outil en réalité augmentée pour simuler les symptômes de la schizophrénie afin d'améliorer la formation des étudiants en santé, mais également de les sensibiliser à la maladie. Il faut savoir que ce projet, en fait, est un projet qui a reçu la bourse interdisciplinaire de l'Université de Bordeaux parce qu'en fait, on travaille en collaboration avec l'INRIA, qui est un institut du numérique. Alors tout d'abord, je voulais faire un petit rappel sur ce qu'était la stigmatisation, même si on vient d'en avoir un très rapide ce matin. La stigmatisation, c'est le fait de caractériser une personne par une caractéristique physique ou par exemple mentale dans le cadre d'une pathologie psychiatrique et en fait d'avoir des comportements discriminants à l'envers ces personnes. Donc en fait, on peut, en psychologie sociale, on va modéliser la stigmatisation en trois parties. Tout d'abord, il va y avoir ce qu'on appelle les stéréotypes. C'est les croyances que l'on va associer du coup à ce groupe de personnes. Par exemple, dans le cas de la schizophrénie, je peux avoir la croyance que ces personnes sont dangereuses. Suite à ces stéréotypes, on va avoir ce qu'on appelle des préjugés. En fait, ça va être les émotions et les affects négatifs que l'on va mettre sur ces croyances. Ces personnes sont dangereuses, du coup, en fait, elles me font peur. Et suite à ça, on va avoir le versant comportemental de la stigmatisation avec ce qu'on appelle la discrimination. Elles me font peur, elles sont dangereuses, donc je ne vais pas forcément les embaucher et je ne vais pas en fait avoir de relations poussées avec ce genre de personnes et donc je vais les exclure en fait de mon groupe social. Il faut savoir que la schizophrénie en fait est la maladie psychiatrique la plus stigmatisée, celle qui fait appel aux attitudes et aux croyances les plus stigmatisantes. Et en fait, ce qui va poser également un autre souci, c'est que les personnes qui souffrent de cette maladie vont internaliser ces croyances, y croire dur comme fer et en fait vont faire ce qu'on appelle de l'auto-stigmatisation. Donc en fait, elles vont s'exclure de la société, se mettre en retrait, ce qui va augmenter au final les préjugés que vont avoir les personnes initialement, puisqu'elles vont les trouver d'autant plus bizarres, et ce qui va augmenter la stigmatisation, puis l'auto-stigmatisation. Donc en fait, on voit que la stigmatisation est un cercle vicieux qui se nourrit. Les professionnels de santé mentale font également partie d'une source de stigmatisation. Alors, rien à voir avec les préjugés que peuvent avoir la population générale. Ici, on va être plus dans des termes au niveau de l'incompétence, que les personnes ne sont pas capables de réaliser des projets de vie, d'avoir une famille. Et en fait, quand on va demander aux personnes concernées, ils nous rapportent que les contacts avec les professionnels de santé mentale ou au niveau de la qualité des soins font partie du top 10 des situations d'incompréhension ou d'exclusion. Plus de 20% en fait, des expériences de stigmatisation sont vécues dans ces services-là. Et quand on va regarder donc les principales sources de stigmatisation, on retrouve les services de santé, les interactions sociales et la stigmatisation de soi que je vous ai présentée juste avant. On a quelques petites explications dans la littérature, notamment du côté des étudiants en médecine, où en fait, au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans leur cursus universitaire, on va apercevoir un déclin de l'empathie. Alors ça va être souvent caractérisé par une déshumanisation en fait des patients qui vont suivre au quotidien, et ça s'est expliqué par une sorte de mécanisme de défense afin de se couper de la détresse des patients, ce qui ensuite conduit à des comportements qui peuvent être stigmatisants pour ces populations-là. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que l'OMS, en 2021, rappelait qu'il fallait investir davantage sur tous les fronts pour que la sensibilisation à la santé mentale soit mieux comprise et réduire la stigmatisation. Donc, en fait, il s'agit d'un enjeu sociétal et mondial au niveau de la santé. Là, récemment, un petit livret sur la stigmatisation de la santé mentale est sorti, donc en lien aussi donc, avec l'OMS, avec des travaux avec des personnes concernées ou des professionnels dans ce domaine-là. Bon, il existe plusieurs moyens pour réduire la stigmatisation et toutes ces solutions, en fait, elles vont avoir un but commun qui va être le changement de représentation qu'ont les personnes. Donc, tout d'abord, on a ce qu'on va appeler l'approche en continuum. C'est cette idée que la santé mentale est sur un continuum allant du bien-être psychologique à la détresse psychologique et que tout le monde, en fait, se promène sur ce continuum tout au long de sa vie. Et c'est surtout la fréquence, en fait, des problèmes psychologiques qui vont amener vers une détresse psychologique. On a également les similitudes perçues. C'est le fait, en fait, de trouver des points communs
entre nous et le groupe de personnes qui est stigmatisé. Ça permet de réduire les stéréotypes que l'on a et donc la stigmatisation. Également la croyance en rétablissement personnel. Alors, je ne parle pas d'un rétablissement d'un point de vue biomédical, donc le fait de ne plus avoir de symptômes, mais vraiment un rétablissement personnel qui est le fait de vivre une vie pleinement satisfaisante, malgré le fait qu'on ait une maladie et des symptômes qui s'expriment. Donc, c'est l'idée d'aboutir à des projets de vie, comme avoir un travail, passer le permis, avoir une famille. Et donc, moi, là, je vais vous parler plus en détail des deux autres moyens de réduire donc, la stigmatisation, qui est le contact et également la prise de perspective. Alors, le contact, il faut savoir que c'est un des principaux leviers de réduction de la stigmatisation. Donc, c'est le fait d'être en contact avec des personnes concernées. Donc là, vous allez me dire, bah, c'est un peu paradoxal parce que les soignants, ils sont toute la journée avec des patients, ils sont toute la journée au contact de ce groupe de personnes. Mais en fait, oui, mais il faut que 4 conditions soient présentes pour vraiment que le contact soit de bonne qualité. Il faut qu'en fait, il y ait une égalité de statut, donc une égalité de statut entre le patient et le professionnel, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans tous les services de santé, et également qu'ils aient des objectifs communs et une coopération entre eux. Donc un moyen pour le faire, ce serait justement de travailler sur les projets de vie de la personne et le soutien des autorités, donc là par exemple de l'institution médicale. Donc on voit qu'il y a des choses à travailler pour avoir un contact efficient dans les différents services. Ensuite, la prise de perspective est l'un des meilleurs moyens de favoriser l'empathie. En fait, l'idée est de se mettre à la place de la personne pour comprendre ses états internes. Donc, il y a vraiment un effort d'imagination qui est fait de la part donc, des personnes qui se mettent en prise de perspective. Et donc, c'est une technique qui est un petit peu épuisante puisque ça demande de gros efforts cognitifs. Aussi, il faut faire attention parce que la prise de perspective peut être contre-productive, surtout si la personne a très peu de contact avec les personnes qu'elle cherche à comprendre les états internes. Par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est la schizophrénie et que je vous demande de vous mettre dans la peau d'une personne avec cette maladie, bah, en fait, vous n'allez pas réussir ou imaginer des choses qui sont complètement erronées. Et donc, bah, la prise de perspective ne va pas être efficace. Et pour ça, en ce moment, il y a plusieurs méthodes qui se développent, comme les jeux de rôle, des simulations mentales ou encore des jeux vidéo. Je pense notamment à un jeu vidéo où on incarne donc une héroïne qui souffre de psychose, et pour autant, la psychose n'est pas au centre du jeu. C'est vraiment quelque chose qui va venir en plus, qui va la compléter, comme par exemple son caractère, etc. Et donc moi, c'est donc sur cette base théorique où moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, faire une simulation, mais en utilisant des dispositifs comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Alors, je vais... Ah, il y a la petite latence. Ça marche toujours pas. Il y a un GIF, ouais. Je sais pas si c'est... Ça va arriver, ok. Je vous demande un peu de patience. Peut-être pas. Ouais, moi, c'est passé. Ah, ça y est. Ah, super. Donc, la réalité virtuelle, pour un peu recontextualiser tout ça, vous avez un casque et en fait, tout l'environnement qui va se retrouver devant vos yeux est virtuel. Donc, rien autour de vous n'est réel. Tandis que la réalité augmentée, en fait, ça correspond à l'ajout d'éléments virtuels dans l'environnement réel. Ça peut être à l'aide d'un casque qui va filmer et retransmettre devant vos yeux votre environnement, mais également d'un téléphone, d'un projecteur ou de lunettes. Donc là, je vous ai mis l'exemple du jeu Pokémon Go, qui est assez connu euh, par tout le monde. Et donc, nous, on a fait le choix en fait, d'utiliser un dispositif de réalité augmentée, puisque une des définitions qu'on peut donner de la schizophrénie est donc une distorsion de la réalité. Donc, en fait, on va se placer dans la réalité des utilisateurs qui vont vivre notre simulation, et on va venir donc la distordre, comme peuvent le vivre les personnes qui souffrent de schizophrénie. Du coup, nous, notre objectif donc, est de développer cet outil pour simuler des symptômes. Donc, comme je vous l'ai dit, avec deux objectifs. Donc, tout d'abord, améliorer la formation des étudiants, mais également les sensibiliser à la pathologie. Autant les sensibiliser tant qu'ils sont encore étudiants, avant qu'ils deviennent des professionnels avec peut-être des stéréotypes. Et donc, notre hypothèse de travail, c'est que cette simulation va favoriser la déstigmatisation de la pathologie chez les étudiants.
Bon, tout d'abord, hein, on a fait un petit point sur ce qui existait dans la littérature avant de se lancer dans la construction de la simulation. On a remarqué qu'en fait, il existe des simulations. Sauf que ces simulations, elles ne vont s'intéresser qu'aux symptômes qui représentent donc des hallucinations auditives. Alors qu'en fait, c'est une seule catégorie de symptômes, alors que la schizophrénie, en fait, il y en a toute une pluralité, et on dit même qu'il y a des schizophrénies différentes, tellement il y a de symptômes différents. Une sur l'autre étude s'intéressait à un autre symptôme en plus, donc on voit que c'est relativement pauvre. Il n'y avait qu'une seule étude qui était en réalité augmentée, du coup nous sommes à conforter dans l'idée d'aller investiguer un peu cet outil. On voit pour autant un intérêt très fort du point de vue des étudiants. Ah bon, je ne vais pas rentrer dans le détail un peu des effets waouh de ce genre de dispositif, mais les étudiants, en tout cas, sont très intéressés par ce genre d'outils dans leur formation. Et on voit que vraiment, dans ce genre d'études, donc l'accent est mis vraiment sur les symptômes. Ce qu'on va appeler un peu une approche catégorielle, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les diagnostics ou en médecine. On va mettre les personnes dans des cases parce que vous avez donc tel symptôme, vous cochez la case de la schizophrénie, on vous met dedans. Et en fait, ce qui crée une exclusion des personnes, une catégorisation. Du coup, nous, nos solutions pour améliorer un peu ce genre de dispositif, c'est de montrer en fait la diversité de symptômes que comporte la schizophrénie, de s'axer sur l'approche en continuant le processus de rétablissement dont je vous ai montré en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de montrer, comme le professeur Dugas parlait un peu, la personne dans son contexte entier de manière holistique, et de se baser vraiment sur de la prise de perspective et de contact. Alors, tout d'abord, avant de vraiment construire la simulation, on allait demander aux étudiants, parce que bon, ça sera quand même les premiers concernés par cet outil, de quoi est-ce qu'ils avaient besoin. Donc, en fait, on leur a fait passer un petit questionnaire pour évaluer leur satisfaction de leur formation en santé mentale, mais de cibler aussi les modalités des enseignements qu'ils jugent les plus utiles. Et après, on est allé venir leur demander s'ils étaient intéressés par un dispositif de réalité augmentée dans leur formation et quelles étaient les modalités les plus pertinentes. Donc, on est allé voir un peu moins de 300 personnes de formations vraiment différentes au sein de l'Université de Bordeaux. Donc, je vais surtout vous parler en fait des cours qui vont juger les plus utiles. Pour ce qui est de comprendre les symptômes de la schizophrénie. Donc, la schizophrénie les symptômes peuvent être catégorisés en différentes catégories. Donc, on a les symptômes positifs, tout ce qui va être hallucination, idées délirantes. Et pour comprendre ces symptômes, ce qui revient le plus souvent, ce qui est le plus utile par les étudiants, ce sont les stages cliniques et les cours théoriques. Toutefois, lorsqu'il faut se représenter l'expérience des symptômes, c'est-à-dire essayer de vraiment comprendre ce que ça fait que de vivre ces symptômes, c'est toujours les stages cliniques qui reviennent en première position, mais également les témoignages de patients ou de pères aidants. Donc les pères aidants et les médiateurs santé-père, ce sont des personnes qui ont un vécu personnel d'une maladie et qui peuvent devenir professionnels suite à ça. Donc là, on voit vraiment que, en fait, ça va être le contact avec les personnes qui sont concernées par la maladie qui leur permettent de vraiment se représenter de ce que ça peut faire que de vivre cette maladie-là. Et en fait, on a le même pattern de réponse pour l'autre catégorie de symptômes de la schizophrénie, qui sont les symptômes négatifs. Concernant l'outil de réalité augmentée, les étudiants en fait, sont intéressés donc, pour avoir un rappel de base théorique en amont de la simulation, que cette simulation se fasse en petits groupes et non pas en individuel, donc toujours être aussi en contact auprès de pairs, que l'on simule la diversité de symptômes de la schizophrénie, qu'on ne s'arrête pas juste aux hallucinations auditives, mais également qu'on puisse avoir le choix de vivre ou de visualiser ces symptômes chez une autre personne, et enfin de retracer différents moments de vie d'une personne qui souffre d'une schizophrénie. Donc en fait, on quitte un peu le domaine clinique, le domaine vraiment patient professionnel des étudiants, et ils souhaitent vraiment voir la personne dans son quotidien en fait. Et bien sûr, que cette simulation soit suivie d'un débriefing, parce que voilà, ça peut être quelque chose d'être assez dur à vivre de ce genre de simulation. Donc suite à ça, on s'est mis à construire la simulation. Donc avec des collègues de l'INRIA, on s'est basé sur le vécu des usagers, donc des témoignages en ligne, des compositions artistiques de personnes concernées par une schizophrénie, la demande des étudiants qui provient de notre questionnaire, mais on est allé faire un tour également autour de la phénoménologie, donc de l'expérience personnelle de ce que peuvent vivre les symptômes. On est allé demander à des professionnels de santé mentale et bien sûr
les recommandations de la littérature dont je vous ai parlé juste avant. Donc en fait, on a écrit différentes versions du script avec on a monté des groupes de travail avec différents experts. Et donc suite à ça, en fait, on a développé la simulation qui se compose de 2 scènes différentes. Donc dans la première scène, nous avons notre participant juste ici qui est équipé donc du casque de réalité augmentée, mais également d'un clavier qui est réel. Et en fait, il va incarner le rôle d'un étudiant de théâtre pour être vraiment au plus proche du quotidien des étudiants. Cet étudiant doit réaliser une tâche sur un ordinateur virtuel. En fait, il doit répondre à des devoirs pour la fac. Donc là, on est vraiment ancré dans la réalité des étudiants. Et il y a également un écran de télévision virtuel qui est disponible dans la salle et qui diffuse différents reportages. Donc la personne devrait répondre à des questions donc sur un ordinateur et pendant ce temps-là, en fait, il va vivre des symptômes, enfin, il va expérimenter des symptômes de la schizophrénie. Donc ce qu'on a fait pour cette première scène, c'est qu'il y a des hallucinations auditives qui vont être diffusées dans les écouteurs du casque et en fait, donc parler à la personne pendant qu'elle réalise la tâche. On a également simulé des idées délirantes. Donc ce que j'appelle l'idée délirante de référence, ça va être l'insensation que la télévision va vous parler directement. On a également reproduit la sensation du vol de pensée, donc l'impression qu'on va vous voler vos pensées, et aussi le sentiment d'être surveillé, avec le contenu des hallucinations, mais également des caméras qui apparaissent dans votre vision périphérique et qui disparaissent quand vous essayez de les regarder. Donc cette première partie, on a voulu quand même la prétester et voir si ce qu'on a simulé correspond bien en fait à ce qu'on a voulu faire et à la réalité des personnes concernées. Du coup, donc, on a fait un pré-test avec 3 questions de recherche. Donc, est-ce que cette simulation est capable de représenter fidèlement les symptômes de la schizophrénie? Dans quelle mesure, en fait, cet outil est efficace pour offrir une expérience utilisateur qui va être engageante? Et bon, quel est le potentiel à des fins pédagogiques? Donc ici, on allait demander à des étudiants, mais également à des experts. Donc, ce que j'appelle des experts, c'est des professionnels de santé mentale, dont des médiateurs santé-pairs, donc des personnes qui ont eu une expérience personnelle de la maladie. Donc, on est allé investiguer la reconnaissance des symptômes, le sentiment de surveillance, mais aussi leur niveau d'anxiété qui a pu générer la simulation, l'immersion, avec aussi également le mal du simulateur, parce que c'est ce qui peut arriver avec ce genre de dispositif, et bien entendu, l'utilité, la faisabilité et l'accessibilité de l'outil dans des cadres de formation. Bon, pour ce qui est de la capacité à représenter fidèlement les symptômes de la schizophrénie, en fait, les participants nous ont rapporté que leur ressenti était comme réel. Ils arrivaient à s'y référer personnellement. Ils ont reconnu un bon nombre de symptômes qui étaient présents. Et en fait, la moitié des participants ont reconnu avoir des idées délirantes pendant la simulation. Il y a eu 22 impressions d'être observées durant cette simulation. Et également le fait que l'on personnalise l'outil en demandant le prénom et, et le genre de préférence de la personne, ça accentue l'impression d'éprouver certains symptômes. Donc là, c'est quelque chose qui serait un lien intéressant à aller expérimenter. Donc, est-ce que c'est efficace également pour offrir une expérience utilisateur qui va être engageante? Les niveaux d'immersion étaient relativement élevés lors de cet outil. Toutefois, certains participants reportaient avoir une vision floue, sûrement parce que le casque n'était pas très bien ajusté, et donc ils ont interprété ça comme des hallucinations visuelles, alors que ce n'était pas le cas. Le réalisme a intensifié la sensation de surveillance et perturbé la concentration. Donc, essayez de vous concentrer sur une tâche pendant que vous avez des voix qui vous parlent et la télé en même temps dans le film. Les personnes qui avaient une expérience limitée de ce genre de dispositif pouvaient être impactées par l'effet de la nouveauté. Donc ça aussi serait intéressant à aller explorer plus en détail dans de futures études. Et enfin, les potentiels pédagogiques de cet outil, en fait, la simulation, elle est courte et simple. Ça a duré 8 minutes, en tout cas pour la première scène. Assez facile à implémenter, il y a juste besoin du casque et du clavier. Et après, donc, on peut aller dans n'importe quelle salle de classe. Il y a un fort potentiel pour réduire les comportements discriminants. Les personnes nous rapportaient mieux comprendre, en fait, les symptômes, que ce soit les étudiants ou les experts avec plusieurs années de pratique clinique. Et il y a également un fort potentiel pour prodiguer de meilleurs accompagnements des usagers. Donc, en fait, suite à ce prétexte, on a retravaillé la première scène pour encore l'améliorer avec les retours que nous avons eus. Et on a développé donc, une suite de simulations, qui est la deuxième scène, dont je vais vous présenter très rapidement.
Donc, dans cette deuxième scène, le participant est toujours équipé de son casque, toujours incarné l'étudiant, sauf que cette fois, il va réaliser une communication téléphonique avec sa mère. Donc, en fait, du coup, il a un téléphone virtuel qui est à disposition et donc il va discuter avec sa mère au téléphone. Et cette fois-ci, on va essayer de simuler des symptômes qui vont être différents de la première scène, des symptômes dits négatifs qui, en fait, vont plutôt ressembler à des symptômes de la dépression. Donc, il y aura toujours les hallucinations auditives, mais on va essayer de simuler donc, de la perte de plaisir, de motivation, également de l'isolement et difficulté à prendre soin de soi. Bon, je ne vous cache pas que cette partie est plus compliquée que la première, puisqu'en fait, on va directement impacter sur les ressentis de la personne. Donc, on essaye de passer donc, au niveau métaphorique un petit peu. Donc, par exemple, tout ce qui va être la perte de plaisir, le fait de ressentir moins de joie, en fait, on va venir désaturer la couleur de l'environnement du participant de manière vraiment progressive. On va le forcer à avoir un début de parole qui va être assez ralenti pour montrer un niveau de fatigue, de difficulté. Dans le contenu de la conversation avec la mère, donc on va aborder donc l'isolement de la personne, etc. Donc là, pour l'instant, donc on vient de finir le prototype de cette partie-là. Et en fait, on va avoir les pré-tests qui vont arriver donc, dans 2 semaines. Donc, je ne peux pas encore trop vous les présenter pour l'instant. Mais voilà, c'est à venir. Merci de votre attention. Oui, merci pour votre présentation, c'est fascinant. Je trouve ça, enfin, ça pose plein de questions que je ne suis pas toute capable de formuler, mais là j'en ai une. C'est que quand même, vous partez d'une hypothèse qui pour moi est une hypothèse forte. C'est qu'en fait, en faisant ce type, c'est sur la durabilité en fait, et sur la question de l'oubli. Finalement, vous partez sur l'hypothèse que faire ce type d'expérience va permettre de modifier les représentations et les attitudes à long terme, ce qui pour moi serait en soi à questionner parce que on sait bien que c'est pas parce qu'on a été une fois en situation d'expérience qu'après il y a une forme d'oubli ou une forme de voilà ça ne modifie pas forcément ni les représentations ni les attitudes. Donc là, je voulais savoir si vous aviez un petit peu des éléments sur ça. Et parfois, ça peut même produire l'effet inverse. Ouais, c'est que celui qu'on attend, en fait. En fait, dans la littérature, ce qui est revenu, c'est que quand on se base vraiment sur la simulation pure de symptômes, il y a un effet inverse, comme vous dites, avec un désir en fait, d'augmenter la distance sociale avec ces personnes-là, l'impression aussi de dangerosité, par exemple aussi d'hospitalisation sous contrainte, du traitement médicamenteux sous contrainte. Toutefois, quand on couple en fait ce genre de simulation des tâches d'empathie, ça va beaucoup mieux. Et on va réduire en fait la distance sociale, etc. De mémoire, il n'y a pas vraiment d'études sur le long terme, justement, alors que c'est ça qui est vraiment super important au niveau du construit en fait, des représentations. Toutes les études que j'ai lues, en fait, c'était vraiment assez à court terme. Ou alors le plus long terme que j'ai vu, c'était 2 semaines après. Bon, pour moi, c'est pas vraiment du long terme, mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est de vraiment euh, de vraiment l'évaluer, en fait, vraiment à plus long terme. Et après, oui, nous, on part en fait du postulat que expérimenter personnellement, et donc en fait, on force à réduire la distance que mettent les étudiants par rapport en fait à ce genre d'expérience, les impacts plus et permettent en fait de vraiment modifier ces croyances sur du plus long terme. Et puis bon, après, bien entendu, on a aussi un débriefing pour venir renforcer en fait ce qu'ils ont pu vivre dans la simulation et vraiment travailler avec eux donc sur la représentation aussi au niveau du rétablissement, du contact avec les personnes, avec pourquoi pas des médiateurs santé-pairs qui soient également présents à ce moment-là. Donc, ce serait à étudier en fait. Ouais. Moi, pour compléter la question, le micro. Je suis d'accord qu'il y a moi aussi. J'ai les représentations, c'est très difficile. Et malheureusement, on aimerait bien
avoir des baguettes magiques pour ça. Mais moi, la question que je me posais, c'était même d'un point de vue du clinicien. Enfin, je pratique plus, je clinique plus, mais à l'époque où je cliniquais, tous mes maîtres de stage disaient bien attention, ne pas confondre empathie et compassion, garder une distance avec le patient. Est-ce que là, justement, ça ne revient pas à un peu transgresser le principe justement d'une certaine distance qui est nécessaire justement Oui, alors. pour justement bien cliniquer, parce que vous ciblez quand même tu cibles quand même des étudiants en psycho, et donc du coup je me dis, est-ce que c'est les bonnes cibles? En même temps on se dit En fait, du coup, il n'y a pas que les étudiants en psycho, c'est étudiants en santé de manière générale, voilà, donc étudiants en médecine, infirmières, psycho. Oui, après, en fait, ils vont être exposés au final tout de même à ce genre de situation, et donc la distance donc, qui est nécessaire en clinique, hein, ils l'apprennent aussi lors de stages, de pratiques. Et donc là, justement, ça peut être aussi un outil qui peut leur permettre aussi de s'entraîner à ce genre de choses. Mais je ne pense pas que ce soit incompatible, en fait, l'idée de venir expérimenter certains symptômes, donc sachant qu'on ne va pas leur faire expérimenter au plein cœur d'une crise psychotique, hein. On reste vraiment assez soft, si vous pouvez me permettre ce langage, mais par rapport du coup à ce que peuvent vivre des patients qui peuvent rencontrer en fait dans des services. Donc là, vraiment, l'idée, c'est aussi de leur montrer que, au final, même s'ils vivent avec des symptômes, ils peuvent quand même vivre une vie normale. Donc du coup, je ne pense pas que ça vienne impacter ça, mais ça peut être quelque chose vraiment assez intéressant à aller investiguer. Et on n'a pas eu de retour de professionnels quand ils ont testé le pré-test sur ce genre de questionnement. Au contraire, ça leur a permis de comprendre en fait certains comportements que pouvaient avoir les patients qui suivaient. Donc même des secrétaires médicales ont testé l'outil, elles ont dit, mais en fait oui, on comprend mieux du coup quand on est au téléphone avec des personnes qui souffrent de ça, ou en face à face, comment on peut aussi interagir avec elles, et du coup aussi nous modifier notre comportement face à ça. Donc ça, pour l'instant, ça a l'air plutôt bien, mais ça a l'air investigué. Merci.